une séquence de Thanos jeune, je crois, dans ce film-là, dans le Endgame. Ils voulaient mettre Thanos qui tente de convaincre sa planète d'arrêter d'utiliser les ressources. En gros, c'était un peu le genre L, tu sais, le père de Superman, pour leur dire non les gars, notre planète va mourir, etc. Et qu'au final, ce soit un échec, etc., etc. Mais bon, bref, c'est ce que j'ai appris en lisant des articles parce que j'ai trop de temps libre. Un petit préquel sur l'enfance de Thanos, ça pourrait être sympa, parce qu'il est vendu un peu comme un génie de la science. Avec des souvenirs d'enfance où on sait pourquoi il aime pas trop la purée, tu sais, avec un truc trop, il est trop il touchant, divisait tout le temps sa purée en deux et il jetait la moitié. Le gars, toute sa vie, c'est que ça tout le temps. Bonjour, Areski Sugar à l'appareil. Hello, Jean-Yves. Salut, Bastien. Et aujourd'hui, on va parler d'un film avec beaucoup de personnes colorées, pailletées, etc. Avengers, oui. Est-ce que vous avez des news déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans le monde du cinéma? Des news? On parle de Cannes un petit peu. Vous avez suivi un petit peu Cannes? Alors moi, j'ai pas du tout suivi Cannes. Je sais qu'il y a quoi? Il y a le Tarantino qui. Ce que j'aime bien à Cannes, c'est juste d'avoir les prémices de ce que pensent les critiques ciné sur quelques films que j'attends, en fait. Mais en général, ça se compte sur les doigts de la main, les films que j'attends. Donc là, en l'occurrence, ce sera le Tarantino. Moi, c'est pareil. Il y a pas tout ne m'intéresse pas. Après, il y a quand même c'est un peu un All-Star Game cette année parce qu'il y a quand même, il y a le Tarantino, il y a les Dardennes, il y a Desplechin, il y a Jarmouche qui présente son. Ça, voilà. J'ai très envie de le voir. Jarmouche. Un truc de zombies décalé. Qui sort la semaine prochaine pour le coup, donc c'est qu'on pourrait faire d'ailleurs, ça me parle bien. Donc il y a un gros, je pense il y a le Keshish, il y a le Ken Loach, il y a le Terrence Malick aussi. Donc il y a du lourd, il y a du monde. Donc à voir. Moi vraiment il y a que le Tarantino qui me vend du gros rêve. Après je sais pas si vous il y a des trucs qui vous plaisent, des trucs que vous avez envie de voir. Il y a plus trop le pool de Cannes comme il y avait avant grâce à Canal+, grâce à tu sais au Grand Journal ou je sais pas quoi qu'il y avait avant à l'époque. Oui, il y a plus d'émissions et moi je trouvais que Cannes c'était un événement aussi grâce à ça parce qu'on te parlait du cinéma via les acteurs ou les réalisateurs qu'ils invitaient sur le plateau, etc. Et maintenant ça devient très abstrait en fait. Ouais. Et du coup, c'est marrant que tu dis ça parce que il y avait quelque chose qui ancrait vraiment ça dans notre quotidien, c'est que moi j'ai des souvenirs enfants de Nulle part ailleurs avec The Cône, et c'était vraiment ce moment de l'année et hop ils allaient en petite chemise. Mais oui. Et tu suivais ça tous les soirs et t'avais vraiment l'impression... José Garcia en jet ski derrière, etc. Ouais. Et tu sais pas pourquoi il y a Bruce Willis qui arrive en plein milieu de tout ça, donc il y avait un côté très ah merde, on a du fun qui rejoint l'espèce de sérieux de cette cérémonie qui est considérée comme un gros truc de ciné. C'était la génération Cité de la peur en fait, tu vois, c'était les années 90, donc il y avait comme tu dis un espèce de, il y avait une prise, c'est-à-dire c'était la French Team qui était à Cannes aussi. Alors que là, moi, maintenant, c'est relégué un peu en arrière-plan médiatique. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus, c'est peut-être un peu plus snob dans le sens où il y a que les gens du milieu qui y vont. C'est-à-dire qu'en fait, nous-mêmes, en tant que spectateurs ou téléspectateurs, on n'a même pas un pied qu'on peut mettre via des émissions fun comme ça, en fait. On n'a que le red carpet, donc c'est comme des Oscars, donc on est à l'extérieur. Moi, je pense surtout que ça, Cannes, c'est vachement aseptisé, ça fait peut-être professionnalisé, ou c'est beaucoup mieux organisé, et il y a moins la place un petit peu au côté bordel qu'il pouvait y avoir avant, où on pouvait se permettre certaines choses, où des acteurs venaient jouer le jeu. T'avais des émissions comme Canal, qui finançaient, mais qui pouvaient permettre de mettre en avant un peu les guignols du moment, les nuls, tout ça, qui venaient faire un petit peu le show. Maintenant, c'est beaucoup plus... on l'a vu les dernières années où il y avait toujours des émissions de Canal+ sur Cannes, mais c'était très calibré en fait, où il y avait tant relations publiques. Voilà, l'acteur qui venait, 3 questions pour l'acteur, est-ce que Cannes vous plaît, comment est votre film, et voilà votre actu. Il n'y avait pas vraiment grand chose. En gros, on a perdu cet esprit en fait. Mais c'est dans l'air du temps, je pense. Peut-être Hollywood, je suis pas trop les cérémonies hollywoodiennes, mais parce elles deviennent fades presque. Mais c'est ça en fait, c'est que je regarde un peu de Cannes, c'est que ça devient comme Hollywood quoi.
Et donc, ça devient fade. Il y a moins de cocaïne, je trouve. C'est un peu dégringolé quand même. Depuis la suppression des hot doors, c'est sûr que ça a beaucoup. On est passé de la Croisette, on avait tous les soirs les A-Stars qui venaient faire leur show et tout, et maintenant on est passé de ça à qu'est-ce qu'on a, Charlize Theron chez Hanouna, voilà. On est passé de on a une espèce de transfert de qualité de médiatique sur comment on reçoit ça. Ouais. Qui est assez... Et du coup, au final, on ne laisse plus la place au cinéma. C'est-à-dire qu'on parle moins de cinéma, on parle plus de... on laisse plutôt aux distributeurs ou aux producteurs, tu vois, comment on va parler du film, en fait. Alors qu'il y a le côté où, tu sais, en tout cas, j'avais plus l'impression que c'était la bonne franquette. Au final, il pouvait dire même la même soupe, mais ça avait l'air plus réel. Ça se joue peut-être aussi à la personnalité des réalisateurs de l'époque. Ils se laissaient peut-être moins compter par les grosses boîtes de production, par l'équipe de com, où ils avaient beaucoup plus de lâcher prise. Maintenant, il y a tellement d'argent dans le cinéma qu'on peut pas avoir un réalisateur qui arrive complètement bourré et qui saborde son film. Avant, on pouvait voir ça, maintenant c'est terminé. Ouais. On peut voir avec Hollywood tout l'arrivée des Yes Man qui je pense que c'est toutes les nouvelles générations, c'est toutes les nouvelles générations de réalisateurs, ils doivent fermer leur gueule en fait. On peut plus avoir des gars hauts en couleur comme des Oliver Stone et tout qui vont avoir des opinions en fait. Après, je pense que j'irais bien moi une fois ou deux aller traîner parce que c'est quand même Parce que je sais qu'un pote m'avait raconté que pour déconner, ils étaient partis à deux, ils étaient allés traîner à Cannes pendant le festival, où ils avaient pris un hôtel et tout pour y traîner. Et ils avaient passé un super moment parce que tu as vraiment l'impression que cette espèce de microcosme mondain, en fait, arrive, prend position de la ville. Et donc, du coup, il racontait que tu as une terrasse de café et tu vois des gens complètement extravagants en permanence, genre des mannequins qui font 2 mètres. Et puis, du coup, tu as cette espèce d'écrin d'Hollywood qui arrive comme ça, et ça doit être assez sympa, je pense, tu vois, d'aller traîner 2-3 jours là-bas pour juste pour voir l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a. Ouais, moi ça me plairait bien, tu vois. On va tester ça. Cannes 2020. Fin de séance. Fin de séance en live dans un café à. Écoute, nulle part ailleurs n'existe depuis. Il va falloir que quelqu'un. Voilà. Moi hier j'ai vu le dernier Almodovar. Ah ouais. Ouais, qui est d'ailleurs qui passe à Cannes. Ça. Un petit peu une forme de biopic de sa propre vie où il se Tu l'as vu ou t'as vu le trailer ? J'ai vu le trailer. Le film va sortir là en fait. Et je sais pas trop quoi en penser. Enfin, du Almodovar peut-être, toujours avec un petit peu la folie, mais je me suis pas trop renseigné sur le film. Et le trailer était très sobre. On sent qu'il s'est peut-être un peu assagi en fait, et qu'il fait peut-être un bilan un petit peu de sa vie, de sa carrière. Après, voilà, Almodovar, ça reste quand même une valeur sûre, ça reste très solide. Moi, j'ai très envie de le voir. C'est marrant, j'ai eu cette discussion l'autre jour, on parlait d'Almodovar et c'est difficile de dire quel est son Almodovar préféré. Enfin, moi, du coup, je n'y arrive pas parce qu'il y a vraiment plusieurs J'ai un petit fait pour La Piel Cabito quand même, pour son côté un petit peu vraiment ultra hardcore dans la thématique, quoi. Mais ouais, ça va. Moi, je pense que j'irai le voir parce que je pense que c'est un rendez-vous. C'est un bon rendez-vous ciné, quoi, Almodovar. Ouais. Moi, j'ai pas vu de la bande-annonce, donc je ne sais pas. J'ai vu une affiche, mais là, tout ce qui me dit, moi, c'est plus Détective Pikachu. Qui a des trop bonnes critiques. C'est vrai ? Non, mais c'est un truc de fou. Et à tel point que j'ai envie, ça m'attire, je veux aller le voir. Je crois que je vais y aller. Non, mais il y a de vraies bonnes critiques. Non, mais moi, ça m'étonne pas parce que Ryan Reynolds fait la voix de Pikachu, trop donc bien. Je pense que. En général, quand il va faire quelque chose, c'est qu'en termes de comédie, en tout cas, c'est plutôt fun. Écoute, moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai tellement été happé ces temps-ci par Game of Thrones que ça a été complètement relégué à un second plan. Non, j'ai pas de nouveaux trailers. Petit point en fin de série pour parler de Game of Thrones. Est-ce que là, on dit aux gens de jumper tout de suite parce qu'on va spoiler Game of Thrones ? Ça va spoiler, même la fin parce qu'on la connaît. Sinon, on essaie un exercice périlleux, c'est de dire quel est notre ressenti sans spoiler. Non, mais si, c'est possible, parce que moi, ça va être assez simple. Je trouve que cette 8e saison est un peu faite à la va-vite. Dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont accélérées. Où est-ce qu'on aboutit sur les personnages ? C'est-à-dire quel personnage meurt, quel personnage survive ? Ça m'est égal, en fait. Je suis d'accord avec le résultat, mais c'est comment on arrive là. Et moi, le comment on arrive là, j'ai l'impression que ça trahit tous les développements de personnages qu'il y a eu pendant cette saison,
pour finalement être beaucoup trop rapide, arriver trop rapidement et faire des choses qui vont à l'encontre de ce que les personnages ont été pendant ces dernières saisons. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu me présenter exactement le même résultat, mais mieux, en fait, tout simplement. Voilà, avec de meilleurs dialogues aussi, parce que le dialogue, j'ai l'impression que ça a plongé énormément aussi. Je pense surtout, en fait, ça méritait peut-être une autre saison pour prendre le temps de développer certains points, éviter des incohérences flagrantes que l'on peut voir d'un épisode sur l'autre. Et j'ai lu, il paraît que HBO avait proposé 10 épisodes pour cette dernière saison, et c'est les deux showrunners qui ont dit non, en 6, ça nous suffit vraiment pour raconter ce qu'on a à dire. Et au final, nous, en tant que spectateurs, je pense que des fois, on aurait aimé un peu plus. Hein. Moi, je pense qu'ils se sont un peu trompés. Surtout que tu te souviens quand il y avait, je sais plus, c'était dans les dernières saisons, on se disait, oula, il y a des choses, ça se passe un peu rapidement. Ce personnage arrivait un peu trop rapidement dans le nord du royaume, etc. Et que ça devenait des mèmes. Là, maintenant, dans un même épisode, on traverse tout le truc où ça nous a mis normalement 2 saisons pour le faire. Et là, ils le font en littéralement, franchement, les mecs, ils font EasyJet avec leur armée. Ouais, ça me semble bizarre, quoi. Dans le sens où, en vrai, s'ils voulaient garder les mêmes timings, c'est con, mais il y a le côté, genre, quand, aux saisons précédentes, il y avait toute une armée qui allait vers le nord, je sais pas, je dis n'importe quoi, et que ça mettait plusieurs épisodes, mais en fait, il y avait le temps entre les personnages d'avoir des discussions et du coup d'avoir un développement des personnages. Là, on a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, tu vois, et on clique sur l'endroit et on y va et on est téléporté. Et voilà. À l'époque, ils prennent des portes au loin, en fait. Mais surtout quand on parle de ça, on a l'air de genre de geeks qui vont dans les détails, mais en fait, c'est pas le cas parce que eux-mêmes dans la série, ils sont rentrés dans ces détails-là et dans les complexités de ces détails-là dans les autres saisons. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle devait chercher sa flotte justement et ramener sa flotte ici, etc., c'était des problèmes. Et même quand il y avait eu la bataille de Port-Réal avec comment il s'appelle, avec Tyrion Lannister, tout le côté stratégie était mis en place et c'était cool à voir, se dire ah tiens comment l'intellect de quelqu'un va surpasser la force de l'autre, etc. Et maintenant en fait on oublie tout ça, on oublie toute l'intelligence de pas mal de personnages pour juste en fait arriver là où ils veulent arriver. Et ça, moi c'est un truc que je déteste de manière générale dans toute la fiction, c'est le côté de se dire je veux arriver là, je veux que mon résultat soit là et peu importe comment on y arrive. Moi je suis quand même assez partagé, puis du coup ça fera un segue intéressant pour l'autre film que j'ai vu sur HBO, Paterno, tu sais, avec Al Pacino. Et je trouve quand même que malgré tout le spectacle télévisé que proposé est quand même stratosphérique, quoi, en termes de en termes de juice, d'entertainment et tout. Je trouve que c'est quand même on atteint un niveau vraiment, ça va être dur de top date, quoi, tu vois, ça va être dur d'y arriver à égaler ça. Moi je passe quand même des super moments. Il y a un équilibre qui est assez bizarre, c'est-à-dire que soit tu as de l'action de ouf, et puis c'est contrebalancé avec des scènes un petit peu de action vérité à la taverne, tu vois, genre en mode discussion. Moi je passe des bons moments, je suis assez content. Moi je sais pas ce que je vais faire de ma vie après le dernier épisode, parce que vraiment c'est ça. Après peut-être, à l'exception de peut-être Breaking Bad ou Battlestar Galactica, ça reste très rare les moments d'excitation comme ça pour avoir un épisode à toute la journée, y penser, se dire putain ce soir je me fais mon goal, je vais passer un trop bon moment. C'est assez rare quand même. Et moi j'ai envie de souligner ça, je suis vraiment content d'avoir ces petits moments de folie, puis on en discute vachement, les pronostics. C'est quand même fou de se dire qu'il y a des bookmakers à Las Vegas qui ont lancé des cotes pour savoir, tu sais, qui va mourir en truc. Enfin, c'est ouf quoi d'arriver. Il y a une amplitude sur les gens que ça touche, les folies, les pronostics. Je trouve que c'est assez incroyable. Ouais. Et du coup, et c'est pour ça que j'en reparlerai quand je vous parlerai de Paterno. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. Non, j'ai et que maintenant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je trouve assez vertigineux, c'est qu'il y a un déplacement de qualité dans les deux sens, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de qualité qu'on trouvait que au cinéma, qui maintenant se retrouve beaucoup en télé, tu vois. Et inversement, donc c'est pour ça que des fois, et puis maintenant tu retrouves sur des éléments de cinéma qui passent à la télé, qui ne sont pas si bien. Donc voilà, voilà, je trouve que la donne change et voilà, je sais pas du tout comment. Tu vois, ils ont quand même réussi la prouesse il y a personne qui peut dire comment ça va se finir, quoi. Enfin, c'est là, peut-être à la fin de celui-là, ça devient facile, mais avant
avant le 5, tu peux pas savoir quoi. Enfin, il y a ce truc et du coup pareil, il y aura ce parallèle à faire avec Infinity War, Endgame qui m'a saoulé. Le truc qu'ils ont établi, il y a un truc qui est génial, c'est que dans Game of Thrones, ils ont établi dès le départ le truc dramatique génial de dire tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, quel que soit son rank de star. Voilà, ça déjà de base. Alors que dans les Marvel, ils sont de toute façon invincibles et ils peuvent pas mourir. Enfin, et du coup, ça affecte vachement le drama, tu vois. Malheureusement pour le cinéma, on parle beaucoup de quel contrat tel acteur a passé avec Marvel. Donc en fait c'est con, mais ça te ruine la narration du truc. Tu sais que Chris Hemsworth, il a encore 3 films à faire avec Marvel, donc tu dis lui il peut pas, tu vois, ils vont pas genre le buter et ensuite lui payer 3 films gratuitement, tu vois, parce que donc ça, alors que là tu sais pas ce qui se passe dans les séries, tu te dis ok, vous faites cette saison, peut-être que vous allez mourir au premier épisode, peut-être que, et c'est pas mal et je pense que les gens qui écrivent des choses et qui réalisent des choses et qui produisent des choses doivent penser à ça aussi, et que ça fait partie de notre expérience à nous de viewers. Il faut savoir fermer sa gueule en fait, et chose qu'ils ont très bien faite pour le coup, en tout cas dans Avengers Endgame, ne serait-ce que dans la bande-annonce, parce que voilà, je suis très heureux. Là c'est la première fois en beaucoup d'années où il y a eu une bande-annonce qui ne montrait pas du tout ce qui allait se passer dans le film. En gros, c'était la bande-annonce sur les 40 premières minutes du film. Donc voilà, c'était un peu plus open en tout cas sur les choses. La bande-annonce qui avait d'ailleurs été un petit peu critiquée, justement, parce qu'elle ne donnait pas assez à manger aux fans qui en attendaient sûrement beaucoup plus, parce que Infinity War terminait vraiment sur un claquement de doigts, pour ainsi dire, qui a pu traumatiser pas mal de fans. Et il y avait eu toute cette attente, et la bande-annonce ne donnait rien du tout, en fait, pratiquement. Donc, il y avait tout cela, on se demandait comment ils allaient faire. J'avais même vu, mais pareil, c'était pas au niveau des bookmakers, mais il y avait beaucoup de théories sur comment ils allaient s'en sortir. Mais c'est ça qui est bien, parce que, en fait, c'est là que tu fais vivre les franchises, quoi. C'est sur les forums, avec des fan théories, c'est comme à l'époque avec X-Files ou des trucs comme ça. Et plutôt que d'avoir la bande-annonce où tu te dis mais en fait tu viens de me montrer les 3/4 du film, donc je sais ce qui va se passer et j'ai juste payé ma place pour remplir plus ou moins les blancs. Tu parles des comédies françaises là ? Ouais, ça aussi, putain, les comédies françaises c'est vraiment n'importe quoi, les bandes-annonces. Là en fait, parce que les comédies françaises, tu sais que il va jamais y avoir malheureusement Thanos à la fin pour tuer la moitié des gens. Et du coup, en fait tu suis le développement ou l'évolution du personnage dans les comédies françaises. Dans la bande-annonce, tu fais genre t'es un connard au début, mais grâce à le pouvoir de la famille, tu vas redevenir quelqu'un de sympa et tout le monde finira trop sympa à la fin. Et tu vois les 3 meilleures vannes du film. Et en fait, tu me dis écoute, merci, j'ai vu gratuitement ton film, j'ai pas besoin d'aller payer 10 € quoi. C'est exactement ça. J'ai vu, on parlait des bandes annonces. Hier, en allant voir Avengers Endgame, il y avait la bande annonce du dernier. Je connais pas le nom du réalisateur, mais le dernier film avec Christian Clavier. Est-ce qu'il y a besoin d'un réalisateur vu les films qu'il fait ? Il se fait tout seul. Voilà. Ça le film en fait. Ibiza, et c'est typiquement ce que tu étais en train d'expliquer. C'est on voit tout, on voit quelle va être la problématique, comment il va s'en sortir. Bon, bien sûr, le personnage, le type un petit peu de droite, réac, qui va à Ibiza pour ses vacances, élément perturbateur, Joey Starr qui arrive. D'accord. Okay. Et voilà, et après, il comprend qu'il faut dépasser ses a priori, mais avec des bons rires de droite. Voilà, exactement. Et puis après, un petit peu de MDMA. Son clavier, il est de droite. Ah bon ? Moi, j'aimerais bien, je vous ai préparé un micro funky quiz Marvel avec des fun facts. Il y a des vrais faux, il y a des grosses conneries, il y a des trucs marrants. Donc la première question, parce que moi, je trouve ça un peu choquant. Du coup, je sais pas si ça a affecté mon visionnage du film, mais est-ce que vrai ou faux, au moment où on parle, on est le 15 mai, c'est ça ? Ouais. On est le 15 mai, Avengers est le film le plus rentable de tous les temps worldwide. Rentable ? C'est-à-dire le plus de dollars encaissés. Ah, donc juste en termes de recettes. Ouais, pas en termes de bénéfices commerciaux. Oui, je suis à l'école de commerce. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut compter que maintenant aussi, de plus en plus, les gros budgets, les films à gros budget, il y a un gros budget, quoi, qui sont injectés dedans. Alors, non, mais on va dire juste recettes. Chiffre d'affaires.
Tout ce que ça a brassé comme argent. Donc est-ce que maintenant on parle, est-ce que oui ou non c'est le numéro 1? Moi je dis non, moi je dis encore Avatar, encore devant. Moi je pense dans le top 5, mais je le vois pas premier encore. Eh bien c'est une bonne réponse, Avatar est toujours Avatar, numéro 1 avec 2,7 billions de dollars, mais 2,7 milliards. Du coup ça a dépassé Titanic, c'est sûr. Et entre les deux. Et c'était intéressant ce que tu disais avec l'inflation de tout à l'heure, puisque Titanic c'est genre 98, 99, donc du coup à l'époque c'était quand même un peu plus. Donc voilà, c'est toujours pas. Mais il va le dépasser. Donc clairement. Bah oui, là on est quoi? On est à plus une semaine? Non, plus une semaine et demie, un truc comme ça. Ouais. Allez, on enchaîne avec une autre petite question marrante. Quel est à votre avis le film le plus rentable Marvel qui parle de un seul super-héros? Lequel est le plus rentable où il n'y a qu'un seul héros dedans? Moi je pense que c'est Black Panther. Black Panther. Tu dis quoi toi? Ouais, je veux dire Black Panther aussi. Ils sont bons, ils sont exceptionnels, bravo, c'est la bonne réponse. Et en deuxième, ça doit être même Iron Man, je crois. Le 3, Iron Man 3, le 3. Ouais, okay. Iron Man 3 juste derrière, et puis après évidemment Avengers en tête. Troisième question, tiens, on reste un petit peu sur Black Panther. Dans Black Panther, les personnages parlent un vrai dialecte africain, vrai ou faux? Ou est-ce que c'est un dialecte complètement inventé? Hashtag, est-ce qu'ils font comme cette plateforme où il y a des gens qui apprennent la langue de Klingon et... Ah non, et l'elfique. Non, moi je dirais qu'ils l'ont inventé. Oui, je pense aussi qu'ils l'ont inventé, mais il doit y avoir peut-être des bases communes, des bases mais ensuite ça a une grande partie inventée. Eh bien, c'est la mauvaise réponse. Ah ouais, du coup ils ont choisi. C'est un vrai dialecte d'Afrique du Sud, apparemment, qui est un vrai dialecte parlé et donc qui est utilisé pour parler dans le film. Je trouve que c'est raciste du coup d'avoir choisi un endroit d'Afrique. Ça fait un partout, ça, non? Deux partout, vous êtes à égalité, là, vous êtes bon, vous êtes trompé et vous avez raison au même moment. Vrai ou faux, Mark Ruffalo a été le premier Hulk à être fait en motion capture? Motion capture. C'est-à-dire, est-ce que c'est le premier qui a eu, où Mark Ruffalo, il a vraiment mis les trucs comme ça. Il a vraiment fait les mouvements pour que ce soit au top. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux à votre avis? Allez, j'ai envie de dire faux. Moi je dirais faux aussi, je pense que c'est peut-être le Hulk avec Edward Norton. Eh bien non, c'était vrai. Donc en gros ils ont pas du tout joué en fait avant. C'était de la pure 3D je pense, pure 3D animée. Donc vous êtes toujours égalité. Vrai ou faux, dans Infinity Wars il y a un caméo de la série Arrested Development. Il y a quelqu'un en jetpack derrière. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Putain, là j'avoue. Un caméo, mais ça veut dire quoi? Un bon caméo quoi. Un bon genre. Infinity Wars. Mais de la série ou d'un acteur de la série? C'est pas de. Tu dis vrai, tu dis faux, voilà. Moi je vais dire vrai parce que. Allez, tu sais quoi, pour départager, je vais dire faux. Eh bien, c'est vrai. C'est qui? Il y a le camion de la Blues Company, tu sais, l'escalier de... Non. Parce qu'en fait, le réalisateur aurait réalisé des épisodes de Arrested Development et il tenait absolument... Donc à un moment, il y a une scène, il y a Captain America, ils sont sur une piste. Ah mais oui. Il y a un avion et il y a le truc de la Blues Company derrière avec marqué Blues Company. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'était vrai, du coup, départagé, tu prends la tête, bravo. Alors... vrai ou faux, Scarlett Johansson voulait absolument une scène de nude avec le Hulk dans... Faux. Ok, c'est bon. Vrai ou faux, Jeremy Renner a participé à des épreuves de tir à l'arc olympique. Olympique. C'est-à-dire, il aurait fait les entraînements... Les qualifs olympiques. Les qualifs pour les étapes. Pour les Jeux olympiques à l'arc. Non, moi je pense que c'est faux, ça. C'est carrément faux. Vrai. Ce truc qui veut rien dire. Genre les mecs, ça devient tous des pros en ce qu'ils font. C'est ça. Vrai ou faux, de Robert Downey Jr. a créé de la nanotechnologie. En fait, c'est faux. Maintenant, c'était un peu modulé parce qu'en fait, il a été pour le coup entraîné par les mecs, des tireurs d'arc, des archers. Ce qui est beaucoup plus logique. Voilà, quand même. Mais est-ce que, en fait, tu vois, on voit pas où la flèche atterrit. Est-ce qu'on en a quelque chose à branler en fait au final? Si t'apprends à peu près le geste, comment l'envoyer, après on s'en fout. Ouais, tendre une corde et c'est tout. Quoi. Allez, une petite question pour finir. Alors, du coup, comment on fait? Parce que t'as 2 points d'avance, non, je crois. Ah bah c'est bon. Ah là 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 là. Je crois que j'ai gagné. Est-ce que tu remets tout en jeu sur une mort la dernière subite? Oh là là là. J'ai confiance. Ok, mort subite. Du coup, alors il y a
Il y a dans Infinity Wars, il y a une référence donc par rapport à Samuel Jackson, donc Nick Fury. Il y a une référence assez subtile à un de ses films qu'il a fait auparavant, un film pour lequel il est assez connu. À votre avis, quel film ? Alors déjà, on se fait attaquer par Thanos. Moi, je dirais Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ah, c'est ce que je... Bah, vu que tu as dit Pulp Fiction, je vais te sortir des serpents dans l'avion. Alors, tu as raison, c'est Pulp Fiction. Ouais. Et donc, du coup, tu pourrais marquer le point ouf de bonus si tu pouvais me dire en plus, à ton avis, à quoi ils auraient pu faire référence d'un truc du personnage de À mon avis, c'est la scène où il fait le speech sur Dieu, la Bible et tout ça. Non, c'est pas ça. Ce mec est trop fort. Non, mais j'aurais répondu exactement la même chose. Il a pris. Attends, voilà, je t'ai volé tes points. Non, mais... En fait, c'est sur une pierre tombale. Ils ont réécrit tout le speech. Ah, d'accord. Tout le speech de ce truc soi-disant, en fait, qui n'est même pas dans la Bible puisque c'est inventé. Ce truc de, tu sais, qui dit la vallée de la mort. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est réécrit sur la tombe. Bravo, donc Areski, tu gagnes ce quiz. Mais bravo, vous êtes bien battu. Tu peux snapper si tu veux. Vous êtes bien battu. Donc, ce que je vous propose, c'est petit débrief vite fait de qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc, ce Avengers Endgame, le plus, le moins. On essaie de donner nos notes et puis après, on part direct sur du spoiler parce que ça spoil dès la 3e minute dans le film. Donc, je crois qu'on va pas réussir à faire autrement. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do. Donc, allons-y. Qu'est-ce que vous avez pensé de Avengers Endgame ? Je t'en supplie. Ouais, bah écoute, je vais commencer dans Avengers Endgame. Après, il faut savoir, moi, j'ai jamais été un grand fan de tout ce qui est le Marvel Universe. Où je m'ennuie assez franchement, à part certains films comme Iron Man où j'avais pu à peu près suivre. Tu les avais tous vus ? Ouais, je les ai tous vus. Bah, j'ai un petit côté maso et après, faut dire ce qui est. C'est un film qui se laisse regarder. D'autant plus au cinéma où c'est rare de dire j'ai passé un mauvais moment. On passe quand même un bon moment. Les intrigues arrivent à nous prendre. Mais je trouve qu'il y a, c'est le problème du Marvel Universe, c'est que des incohérences qui me font très vite sortir en fait, des longueurs et des incohérences. Donc j'ai trouvé que ce film était tout de même meilleur qu'Infinity Wars. Qui prenait peut-être un peu plus le temps avec un développement des personnages. Certains personnages plus développés, et puis il y avait une vraie fin, vraiment où... ce qui m'a plu, c'est vraiment surtout, on savait que c'était la fin de ce cycle des Avengers, et que logiquement l'année prochaine, il n'y en aura pas un autre. Donc déjà, ça m'a fait plaisir. Ce que j'ai toujours reproché au Marvel Universe, c'est que ça reste une écriture qui reste assez simpliste, qui n'est pas assez adulte, justement par rapport à l'univers DC Comics, qui aborde, où il y a des thématiques beaucoup plus adultes. Là, on reste vraiment sur la Terre est en danger, il faut essayer de la sauver, on va réussir à la sauver, mais à aucun moment on ne s'inquiète presque pour les personnages. Et même pour les personnages principaux, on ne s'inquiète pas vraiment pour eux, parce que de toute manière, on sait qu'ils vont quand même survivre, même s'ils meurent, on sait que dans le film prochain, à tout moment, ils peuvent revenir. Ça tue toute tension dramatique dans cet univers. Et même, je vois même la grande bataille, et j'ai pas réussi à la fin à être touché par cette bataille, parce que à aucun moment, je me suis inquiété pour les gens. Et pas forcément les personnages principaux, même les petits troufions qui se battaient dans le camp des gentils. Je savais qu'il ne leur arriverait rien, en fait. Et alors qu'on voyait des monstres qui paraissaient vraiment très très méchants, mais qui sont très très gros. Ils sont très très gros, mais on ne les voit. Le problème, c'est qu'on ne les voit jamais en action. Par exemple, contre des civils, où il y aurait vraiment un massacre de civils qui montrerait que c'est une menace réelle. On sait qu'ils vont se faire atomiser en fait. Ils arrivent, on fait génial, va y avoir plein d'explosions. C'est quelque chose où j'aime bien aller au cinéma pour être surpris. Et dans les Marvel, je suis rarement surpris. Avec tous les que je peux redire à tous les films Marvel, j'ai quand même cette petite excitation avant d'aller voir Avengers Endgame, d'autant plus effectivement que c'est le dernier des espèces de super phases qu'ils ont créées. Il y a aussi franchement le côté, ils ont quand même
fait durer et construit un truc en 11 ans, donc avec 22 films, etc. Et ça s'est jamais vu, en fait, dans le cinéma, tu vois, avoir réussi à réunir autant de personnages et d'acteurs pour en faire quelque chose. Donc j'étais content, je suis fanboy quand même, donc c'est-à-dire que même une mauvaise BD, pour moi, elle va quand même voir parfois quelques bonnes idées, donc c'est sympa de voir tout ça. J'ai passé un bon moment et c'était d'autant plus important que moi j'ai été un peu surpris par certaines choses qui se passaient donc dedans. Encore une fois, jamais la finalité des choses, je serai jamais surpris par un truc, tu vois ce que je veux dire. Je sais que Thor ne va jamais tuer de bébé avec son marteau, tu vois, donc ça va jamais me dire, tu vois, je vais jamais me dire oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce personnage, mais au niveau des intrications et de ce qu'ils ont trouvé comme originalité pour défaire ou aider les choses après Infinity Wars, j'ai trouvé ça sympa. Après, alors je sais pas si c'est spoilé du coup, mais oui, moi les grandes batailles de fin, ça fait à peu près 5 ans que ça m'intéresse plus en fait. Personne ne sait plus réaliser correctement une grande bataille de fin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, soit tu fais Soldat Ryan, et donc il faut injecter des enjeux et une possibilité pour tout le monde de se prendre une balle de nazi dans la tête, ou alors fais une fin intimiste, t'es pas obligé de tout faire exploser. Je m'en fous complètement moi des trucs comme ça, parce que encore une fois, et c'est comme pour Game of Thrones aussi, je sais que vous n'allez faire aucun effort sur tout ce qui est important normalement dans une vraie bataille, c'est-à-dire la stratégie, les gens, comment ils ont pensé un truc, qui va prendre le flanc de quoi, tu vois, enfin, des choses comme ça. On sait très bien que c'est juste des gars qui vont courir les uns vers les autres et faire des lasers, donc j'en ai rien à branler en fait. Tu me dis qu'est-ce qui est mort à la fin, et c'est pareil en fait. Moi j'ai toujours dit qu'il y avait besoin de faire un max de films Marvel pour atteindre le même niveau que les BD, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est bien dans les BD, c'est qu'il y a une continuité principale, mais autour, il y a parfois des one-shots de un personnage qui vont être beaucoup plus adultes en l'occurrence, et qui vont être beaucoup plus intéressantes à lire. Et je me dis, par la quantité de Marvel, peut-être qu'à un certain moment ils vont autoriser des vrais scénaristes à prendre un super-héros et à faire un bon truc avec, tu vois, et à poser des questions meilleures, idéologiques parfois, ou des choses comme ça, autre que juste on divise le monde en deux pour augmenter les ressources par personne, quoi. Voilà. Ce qui est complètement con. Ce qui est complètement con, parce que si tu divises les humains en deux, en fait, tu reviens juste en 1975. Donc, il nous faut juste que 30 ans pour rebaiser pareil et pour avoir autant de personnes. Donc, ça ne va rien changer. Si on considère que l'économie mondiale, il y a une croissance de 3%, on revient au même niveau au bout de 24 ans à peine. Voilà. Eh bien, quant à moi, alors j'ai passé un moment particulièrement maussade. En fait, voilà, c'est-à-dire que moi je suis. Est-ce que je me considère comme un fanboy peut-être de certains héros? Genre par exemple, moi, Iron Man, je suis totalement client. Après, les Avengers, moi, à partir du moment où il y a trop d'éléments, j'ai du mal. Ou alors, soit il n'y arrive pas, à mon avis, ou c'est pas bien. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai toujours ce problème avec quand il y a trop de persos tue le perso, quoi. Donc j'ai bien aimé il y a des scènes d'action que j'ai bien aimé, il y a des moments que j'ai bien aimé. Donc j'ai bien aimé les scènes d'action, j'ai bien aimé des moments avec Ant-Man, avec Hulk aussi. Après, il y a quand même un truc qui est récurrent pour moi, qui me gave dans l'Avengers, c'est qu'il y a des scènes de dialogue qui sont à la fois mal écrites et qui ne servent à rien, quoi. C'est-à-dire des gens qui se parlent et t'es là, mais passons à autre chose direct, quoi. Parce que ton dialogue ne sert à rien, il ne m'apprend rien, et il est pas marrant, des blagues qui tombent à l'eau, etc. Donc ça, c'est vraiment très chiant. Notamment ce qui se passe avec Thor, on en rediscutera dans les spoilers, ouais, mais voilà. Après, il y a aussi un énorme problème, c'est qu'il y a pas mal de choses, notamment d'un élément temporel, je ne comprends rien. Il y a des moments, même des personnages essaient de réexpliquer des trucs, je comprends toujours pas ce qui se passe. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un vrai problème de
Et ça, est-ce que c'est en lien avec la machinerie hollywoodienne, on envoie du gros boulot, de la grosse poudre, on passe à autre chose, même si c'est pas très bien écrit, vas-y, on s'en fout, on passe à autre chose. Je trouve qu'il y a un manque de respect pour, tu sais, le storytelling, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment, des fois, à l'arrache, quoi. Tu sais, il y a un problème de découpage aussi, j'ai l'impression qu'il aurait pu être découpé en 3x1, tu sais, genre... je sais pas, la montée jusqu'à la fin, l'espèce de truc épique final, je sais pas, sur ce format 3 heures, il y a un truc bizarre, alors je sais pas si au montage ils ont voulu mettre plein de trucs en même temps, je sais pas. Au niveau du rythme, c'est pas, je me suis pas mal fait chier quand même. Ouais. Il y a des moments, c'est long, et aussi ce super aéroport, quoi, ce truc de il y a lui qui arrive, et puis il y a lui, 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 tu sais, c'est ouais, ok, c'est cool, mais moi ça me fait pas rêver perso. Donc voilà, j'y allais un peu à reculons parce que moi c'est vrai que les Avengers, je trouve que c'est un peu voilà, je suis pas très client, donc à l'arrivée un moment de ciné plutôt moyen, je n'arrive pas à comprendre ni la rentabilité de ce film ni l'engouement des critiques, je comprends pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce qu'on a rabaissé le niveau à de la médiocrité, du coup comme c'est juste pas mal, du coup c'est trop bien en fait. Est-ce que c'est ça Non, mais est-ce que c'est parce que vous êtes tous nuls à chier que vous considérez que c'est bien? Non mais franchement, moi je m'interroge, est-ce que c'est pas un peu disproportionné quoi par rapport à la qualité objective du film, que ce soit après tu me diras des fois ça n'a rien à voir parce que c'est pas Avatar n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Enfin voilà, mais je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Moi, j'avoue que ça m'étonne aussi. C'est étonnant un peu quand même. Ben, j'en parlais tout à l'heure, 3,5 millions d'entrées en France la première semaine. Je dis pas que c'est choquant, je trouve ça étonnant, quoi. Par rapport à la qualité globale du film, que ce soit aussi fou, quoi. Non, mais je pense que c'est un truc en fait, c'est un feu d'artifice, quoi. Oui, voilà. En fait, voilà, c'est tout le monde. Tu vois, en vrai, les feux d'artifice du 14 juillet, c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde, tu vois. Ouais. Mais là, c'est le bouquet final de tous les feux d'artifice, un peu. Oui, mais est-ce qu'il y aura un dernier 14 juillet? Peut-être pas, tu vois. Alors que là, c'était le dernier Avengers. Alors peut-être c'est ça, le dernier. Du coup, les gens disent, il n'y aura pas autre chose après. C'était le centenaire, quoi, tu vois. Et donc, enfin, le bicentenaire plutôt. Mais ouais, parce que je suis d'accord en termes général, voilà, quand tu prends un seul super-héros, parfois déjà c'est même pas assez développé ce personnage-là. Donc oui, quand on prend plusieurs, clairement tu vas pas tous les développer. Non. Donc je suis d'accord. Après, on n'a pas besoin de développer des personnages pour que non plus un film soit. Alors c'est pour ça que du coup je refais le parallèle avec GOT. Est-ce que tu vois, il valait pas mieux alors en même temps, vous allez me dire, je suis qui pour dire ça? Mais une série, parce que tu prends GOT, tu vois, il y a quand même une montée en puissance, il y a 8 saisons, il y a des dizaines et dizaines d'heures. Imagine Marvel, le même truc, c'est-à-dire Avengers, on part sur un format série. Est-ce que tu vois, s'il faut attendre 10 saisons pour avoir cette bataille finale, est-ce que tu vois, est-ce qu'il n'y aura pas un engouement différent? Tu sais, il y a vraiment, je trouve que il y a un décalage entre l'explosion qu'on veut nous vendre dans cette bataille et finalement moi j'ai pas eu le temps de m'y intéresser, il y a plus d'enjeu parce que ce côté de toute façon il meurt jamais. Donc il y a un vrai décalage, tu vois, entre on arrive à cette bataille finale et puis finalement est-ce qu'ils ont assez fait monter le truc, tu vois? Je pense que pour la plupart des gens, oui, en fait. Ouais, tu crois? C'est parce que c'est juste encore une fois le bonheur de voir des têtes d'affiche ensemble, et c'est rare, et donc ça fait un peu la fusion de, tu vois, Top Chef, vous avez mangé plusieurs desserts à la fois, tu vois, donc c'est l'orgie, quoi. Et je pense que l'orgie, les gens aiment bien. Bon, moi je donne 1 miam sur 5, quoi, voilà. Encore une fois, ça faisait le job que je lui demandais à ce film. 3,5 miam. Moi, j'en mets 2. Ok. Là, vraiment, panel pas Marvel friendly du tout. Je me retrouve... parce qu'en fait, moi, j'aime bien me foutre de la gueule des trucs incohérents dans les Marvel. Mais du coup, j'aime bien être le gars qui se fout de la gueule des Marvel quand il y a d'autres personnes qui aiment les Marvel. Mais là, du coup, comme vous aimez pas... on a l'impression, à l'écoute, on a l'impression, mais en fait, vous avez... Aucun n'a vraiment aimé, tu sais. Parce que les incohérences, il y en a. Si on doit toutes les lister, il faudra... Ouais, non mais... Alors, spoiler, moi, du coup, c'est parti. Moi, ouais, spoiler. Ouais. Alors, moi, en fait, je vais te dire le truc, et je pense...
là où t'as été peut-être perdu, où il y avait des trucs incompréhensibles. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais, je pense que c'est de leur faute. Pourquoi c'est de leur faute et comment je pense qu'ils voulaient éviter de dire le mot monde parallèle. Parce qu'ils se le gardent pour après. Ils se le gardent pour à partir de Spider-Man qui va sortir bientôt. Alors qu'en fait, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne voyagent pas dans le temps. Ils vont dans un monde parallèle à une autre date. Ok. En fait, quand tu expliques ça comme ça, tu comprends tout de suite beaucoup mieux ce qui se passe, en fait. Sauf que ils te le disent jamais comme ça. Parce que ils veulent te dire, non, là, on va faire un voyage dans le temps, pour au final te dire, ah, c'est à cause de tous ces voyages dans le temps qu'on a créé des mondes parallèles différents. Et en fait, c'est con parce qu'ils auraient dit ça dès le début. Ils auraient dit non, en fait, on voyage dans un autre monde parallèle à une autre date. Et là, en fait, tu comprends tout. Et en fait, tu te c'est dis, on trop s'en marrant fout, parce que ce truc, ce gimmick de film où t'as les personnages qui réexpliquent des trucs pour le gars con. Donc moi, je suis con. Je suis con qui a pas compris. Je comprends toujours pas en fait. C'est-à-dire que Bruce Banner est là, mais non, mais les gars, vous avez pas compris ça. Je dis quoi? Pourquoi? Parce que c'est aussi bankable un truc de voyage dans le temps et ça spoilerait trop leur prochaine franchise. En fait, si vous aviez vu la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, en fait, c'est ça le truc, c'est genre il y a un héros qui arrive d'un monde parallèle. Donc voilà, à cause de ce qui s'est passé dans Avengers Endgame. Donc en fait, c'est juste ils ont eu peur de certains mots qui fait que c'est pas très compréhensible pour les gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de cette technique-là de SF qui a pu être décrite ailleurs, quoi. Mais je trouve ça, mais même ce choix-là, même s'il est très mal expliqué, je trouve que c'est plutôt malin. Oui, non, mais ça c'est après chaque voyage dans le temps implique la création d'une nouvelle ligne parallèle. Ça fait que le voyage dans le temps, ce qui va se passer dans le passé, va pas influer le temps du présent. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça évite plein de paradoxes temporels qu'on peut voir dans plein de films. Toute la saga Terminator en est spécialiste. Mais c'est un peu toujours casse-gueule, surtout quand on voit une autre incohérence. C'est par exemple à la fin, on voit Captain America qui logiquement n'est pas rentré, donc il devrait vivre, mais dans une autre timelapse. Et moi j'étais comme toi, je pensais que c'était une erreur. Et il se trouve qu'il y a eu une interview, donc c'est ça le problème. Non, maintenant t'es obligé de regarder des interviews. Ah ouais, non, mais là c'est mal écrit alors leur truc. Hein. Ah non, parce qu'en fait tu sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire tu vois Captain America, toi comme tu te dis je regarde un film, tu te dis tiens peut-être que le film est mal écrit. Mais en fait, ce que les mecs ont dit, c'est que non, on a bien écrit notre film. À vous d'attendre les prochains films pour savoir comment il est là. Et du coup, probablement pour nous expliquer que finalement, peut-être qu'il sait comment voyager entre les mondes parallèles. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, voilà. En fait, c'était le seul truc intéressant en fait de ce film, c'était ce côté Retour vers le futur 2. Tiens, on va se revoir faire les choses des autres épisodes. C'était drôle. Moi, j'aurais bien aimé que ça continue plus en fait dans ces mondes-là, pour régler des problèmes parce qu'ils ont un peu foutu la merde plutôt que d'attirer un des grands méchants, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que ils ont fini par tuer un Thanos d'un autre monde parallèle beaucoup plus tôt que la mort normale de Thanos. Et en fait, à partir du moment où ils ont créé des mondes parallèles, je me dis oui, mais du coup il y a 6 Thanos, qu'est-ce que j'en ai à branler que vous en tuiez un en fait, tu vois ce que je veux dire? Et donc bref, c'est pour ça que moi la toute fin, le bataille finale, j'ai pas, enfin pour moi ça devient un Thanos et pas Thanos, le gros méchant de l'histoire. Du coup la bataille finale, je me dis ouais, mais enfin vous avez il y a d'autres problèmes, enfin je sais pas, il y a d'autres, maintenant que vous avez créé d'autres mondes, on sait pas ce qui va se passer dans les autres mondes, presque j'ai envie de voir les autres mondes plutôt que le vôtre, parce que maintenant ça y est, je sais ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Le problème en termes d'écriture là-dessus, tu dis sur le Thanos, c'est que sur le combat final avec le Thanos, on n'est pas du tout inquiet pour les personnages, parce qu'au tout début du film, on voit les personnages tuer déjà un Thanos. Et donc on sait que ce personnage-là est tuable en fait. Il peut mourir, les Avengers peuvent le tuer, ils en ont les moyens. Et donc de base, on sait qu'à la fin les Avengers vont gagner, mais là on l'a déjà vu avant au tout début du film, et je trouve que ça spoil énormément, ça tue complètement tous les enjeux, tout ce qu'ils peuvent construire après, bien on sera pas, il n'y a pas de surprise, on sait que Thanos va être vaincu, et c'est dommage en termes d'écriture ça. Par contre moi j'ai juste envie de dire, quitte à voyager dans le temps, en fait, comme tu voyages dans le temps, tu peux attendre Captain Marvel en fait, genre c'est la plus puissante soi-disant de tous les super-héros, si la meuf elle te dit ah ouais mais là je peux pas voyager dans le temps, tu lui dis ok, y a pas de souci, on t'attend 2 semaines
et on voyagera dans le temps dans 2 semaines quand tu seras là. Genre la meuf, elle détruit des vaisseaux spatiaux juste en volant. Tu fais bon bah voilà. Attends, je sais pas pourquoi on y va. À nous, toi t'as un arc, ouais bon tu restes ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça s'empile un peu ce genre de trucs scénaristiques que tu pourrais faire. Moi je trouve que c'est ultra fatigant en fait, parce que moi je passe mon temps à me dire mais pourquoi en fait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une flemme scénaristique quoi. Enfin, je sais pas. En fait, alors c'est ça qui est marrant, c'est que pour le coup, si je dois le comparer aux autres, j'ai l'impression qu'en fait, comme ils ont pas eu la flemme pour le truc du voyage dans le temps, ils se sont dit putain, là on a bien bossé, et c'est fini maintenant. Tout le reste, on le donne au stagiaire, il écrit le reste en fait, tu vois. Mais nous, on a bien bossé sur juste le côté truc original dont personne n'a parlé. Et alors que non, il faut penser à tout. D'ailleurs, s'il y avait des choses un peu bizarres, genre au tout début du film, on te montre un monde de désolation. Ouais. Alors que c'est 5 ans après. Oui, excuse-moi, je suis désolé, mais si tu tues la moitié des gens, normalement, il y a un essor économique de ouf. En fait, parce que c'est magnifique. Je veux dire, des épidémies, il y en a déjà eu dans des civilisations. J'ai plus de place, tout va bien. Genre les gars qui disent I miss the Mets, tu sais, excuse-moi, s'il y a la moitié des joueurs du PSG, tu prends la moitié des gars de la réserve et t'as une équipe après. Tout va bien en fait. Le niveau va baisser, mais l'équipe va survivre. Le monde va pas s'arrêter parce que 50% de la population. Même au contraire, il y a encore plus de croissance, des trucs comme ça. Je pense que même il y aurait des gens qui se diraient genre l'eau est plus pure parce qu'on pollue moins. Au contraire, je pense qu'il y aurait des usines qui diraient oula, attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on peut polluer 2 fois plus. Et je pense surtout que Thanos, il a liquidé. Là, c'était pas du 50-50 sur les systèmes de voirie, quoi. C'est tous les éboueurs ont été liquidés. Quand tu vois l'état des rues. Ce serait trop marrant qu'en fait, ils te fassent des stats après. Eux, ils sont tous morts. Les Australiens, ils sont tous là. Quand on voit tout le monde à se morfondre, en fait, ça fait 5 ans. On le voit. Il y a eu des grandes catastrophes. Il y a eu, on a eu des guerres mondiales. Au bout de 5 ans, la vie avait repris son cours. Les gens étaient pas là, apathiques dans la rue, en train de se dire, oh non, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant. Il est fan de sociologie, tu sais. En fait, il a des tableaux Excel après, tu sais. Le mec, il vient de le voir, il a des petites lunettes, il a son tableau Excel avec tous les mondes qu'il a tweaké, tu sais. J'aime bien les. En fait, il y a un truc, tu vois, je passe à la bataille finale, enfin un gros moment de la bataille, et il y a une esthétique qui est. Alors, tu vois, c'est marrant. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. C'est que dans les plans ultra larges, tu vois, tout le monde se charge là, tu sais, donc tu vois, il y a tout le monde. Tu dis un gars il y est quoi. Tout le monde est là. Ça me rappelle beaucoup les esthétiques, tu sais, de ce truc que j'aimais bien faire dans les comics où c'était tellement énorme que tu devais déplier. Double page. Ah oui, plus que double page. Tu lisais, ça fait quasiment 80 cm de large, quoi, tu vois. Donc ça m'a rappelé ça. Donc très très comique orienté sur l'esthétique. Et du coup, je sais pas si j'aime bien ou pas, parce que du coup j'ai envie de dire mais comme c'est trop comique, tu vois, il y a pas l'envie de faire un truc trop ciné non plus, tu vois, il y a pas. Donc du coup, je suis un peu perturbé par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de cette esthétique tu sais, un peu en slow motion avec le truc ultra large, avec ce truc complètement global. Je pense qu'il faut savoir utiliser son médium. Et effectivement, quand tu lis un comics, c'est génial de déplier quelque chose. Ouais. Tu fais putain, on sort du cadre normal. Ouais. Là, on utilise exactement le même cadre. Ouais. Et en plus, comme c'est en animation, c'est filmé quoi, c'est du cinéma. Il y a besoin de plus quoi. Il y a besoin de quelque chose en plus, et c'est pas aussi simple que normalement un front et des gens qui se courent dessus. Donc oui, pour moi ça change pas grand chose, c'est-à-dire que la scène d'avant il y avait juste moins de personnes, là il y a plus de personnes, peut-être qu'on va être on va reculer un peu la tête, mais ça va pas m'époustoufler, ça m'a pas époustouflé d'ailleurs non plus. Et d'ailleurs même moi je voyais arriver cette bataille finale, ça me faisait chier en fait. D'avance, parce que je n'aime pas ces putains de batailles finales en fait, c'est de la merde, le côté genre on a perdu un gant et le gant il va de gars en gars et de trucs comme ça, mais déjà d'où tu perds un gant déjà? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je comprends pas. Tu sais, il y a des trucs très simples à faire à partir du moment où t'as perdu la moitié de ta planète, et il y a ce côté on va faire du fun et on va rappeler Avengers 1. Non en fait, moi j'aimerais bien juste voir pour une fois le Inception des super pouvoirs, c'est-à-dire voir que des personnages intelligents qui font tous que des trucs intelligents, et les méchants ils font des trucs intelligents aussi pour les contrer,
Et voilà, en fait. Mais est-ce que c'est manageable scénaristiquement pour Hollywood, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas envie de faire ça, quoi. Ben oui, ils ont pas envie de faire ça, puisqu'ils laissent écrire par des stagiaires tous les morceaux qu'ils ont pas voulu écrire. Donc voilà. Là, c'est sur le dosage de l'humour dans ce film est une catastrophe. Ah ouais. Qu'il y ait un peu d'humour dans un film Avengers, c'est attendu. On attend ça. Mais le problème, c'est que toutes ces scènes d'humour arrivaient toujours pour casser un début de situation dramatique. Où on commençait à se dire, ah c'est vrai, il se passe des choses. Et bim, on avait des blagues potaches qui arrivaient et qui cassaient tout ce qu'ils avaient créé avant. C'est presque du sabordage à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que il y a un côté mécanique complètement irréfléchi, c'est ce que tu dis, c'est que c'est genre, vas-y, ça fait une demi-heure qu'on dramatise. On n'a pas eu de joke. Ouais. Alors que, et du coup, je fais le contre-point et je pense à un où c'est génial puisque c'est pour moi, un des derniers. Alors, c'est pas exactement, si on fait de la technicalité, c'est pas exactement un vrai Marvel comme celui-là, mais je pense à, tu sais, le Wolverine, le dernier. Logan. Logan, pardon. Et dans Logan, à un moment, il y a un espèce de contrepoids comique qui est trop marrant. Je sais pas si vous l'avez tous les deux Oui, vu. À un moment, tu sais, il y a un côté un petit peu touchant où il est un petit peu en mode père-fille avec la petite en voiture. Et à un moment, elle met des lunettes, tu sais, de soleil d'une forme trop bizarre et c'est trop marrant, quoi, parce que ça arrive pile au bon moment, c'est bien réfléchi, c'est juste visuel, ça marche, tu vois. Ouais. Là, ça ne marche pas. Il y a juste peut-être, moi c'est un des moments que j'aime bien parce que j'ai envie de voir autre chose et j'aurais bien aimé voir un buddy movie en mode bromance copain entre Ant-Man et Hulk, je crois bien aimé parce que je trouve que moi j'aime bien quand ils sont au dîner et que il y a les kids qui demandent des autographes et lui personne lui demande, il est tout triste. Ça j'aime bien, ça me fait rire. Et du coup je me dis j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir une comédie romantique, tu vois, une bromance entre deux super-héros qui s'avouent des trucs, tu sais, t'aimes bien les margaritas. Mais moi, c'est ce que je veux et c'est ce que je dis. Je pense qu'on est obligé de passer par ça, là. Tous ces gros trucs, toutes ces choses qui sont un peu formatées pour qu'on arrive à un moment où les gens en auront marre et du coup, les producteurs vont enfin produire le scénario d'un Kevin Smith. Parce que Kevin Smith, il a aussi beaucoup écrit sur des trucs de super-héros, mais qui étaient un peu différents. Par exemple, tu regardes les comics que Kevin Smith a écrits où il y a Batman, Superman, etc. Et il y a des discussions comme ça pendant 10 pages entre Batman et Superman qui racontent des trucs trop bien à base de non, mais en fait, quand je vois quelqu'un, je vois toutes ces molécules ou des trucs comme ça. Et tu fais genre, wow, en fait, je réalise pas quelle est la vie de tel personnage depuis le début, tu vois, et ça c'est intéressant. Et voilà, et effectivement c'est comme Logan, c'était un road movie, tu vois, une sorte de, mais le héros c'est un super héros. C'était pas un film de super héros en fait. Logan c'était pas du tout un film de super héros. Ça n'existe pas en fait un film de super héros. Ce qui doit exister, c'est un film qui parle de quelque chose et il se trouve que le personnage est un super héros. Voilà, si c'est ça, t'as réussi ton film en fait. Voilà. Mais il y a une lueur d'espoir parce que d'ailleurs ça a failli passer dans le quiz, vous l'avez évité de justesse, mais j'ai lu qu'il y a c'est Tarantino qui a été un cheveu dans la fin des années 90, début années 2000 de réaliser un Black Panther avec Laurence Fishburne en mode full blaxploitation, tu vois. Mais ça aurait été meilleur oui. Et moins raciste que celui-là. Et du coup, je me dis, est-ce que peut-être qu'un gars comme Tarantino, il a envie de faire un Marvel, ça pourrait être cool. Mais j'espère, j'espère que ça va se produire, quoi. Après, moi, j'ai de l'espoir parce que justement, avec leur création de mondes parallèles, ils vont pouvoir nous faire des trucs de voilà, c'est un monde Marvel et il se passe ça dans ce monde Marvel. Comme ça ne touche pas les autres mondes. Et vous pouvez continuer à faire des batailles finales dans tous les autres films, mais on peut avoir un film qui sera cool. Donc à la limite, moi je pense que c'est cool pour ça, quoi. Voilà. Il y a des choses à rajouter au niveau... Qu'est-ce que vous avez pensé de Thor gros ? Ah ouais, là c'est gros, c'est le gros truc du fat shaming, un peu, tu sais. C'est genre, le gars... sale, c'est t'es dépressif, donc t'es forcément gros, et quand t'es gros, t'es forcément nul, quoi. Tu vois, ils sont allés direct dans ça. Ce qui est ouf, que je trouve ouf de la part de Disney, qui sont toujours en mode miaou miaou miaou, il faut être gentil avec tout le monde et tout. Et là, ils sont en mode direct, les gros, vous êtes tous de la merde. Mais là-dessus, ils m'ont surpris. J'ai trouvé ça nul, mais ils m'ont vraiment surpris et j'avoue, j'ai un petit peu ricané. Et puis tu sais, il y a cette espèce de
de trucs un peu de dépressifs, de genre est-ce que vous pourrez pas lui mettre un peu de cheveux gras, tu sais, il est forcément sale. C'est trop marrant. On voyait encore les chips sur son Mais ventre. en vrai, je les aurais défendus si... Parce que moi, j'avais l'impression que du coup, Thor, après, il était un peu moins fort que d'habitude, en fait. Ah oui. Tu vois, par rapport au combat, par rapport aux trucs qu'ils nous ont montré déjà de leur force à chacun, j'ai trouvé... Parce qu'il est quand même arrivé, Thor, dans Infinity Wars, à foutre un coup de hache comment il s'appelle, à Thanos, ouais. qui avait encore le gant d'infinité et qui était au calme. Donc, si tu Full veux, stone. et là, je le trouvais un peu moins fort et du coup, je trouve ça du fat shaming. Parce que si en fait, il avait été tout aussi fort, mais avec des kilos en plus, ou même plus fort, tu vois, j'aurais fait, pas dû bah, il y a manger pas de tous souci. ces cheeseburgers. Il y a quand même des principes biologiques qui Genre, montrent mais que ouais, tes non, capacités mais le mec, physiques il est- sont... C'est un dieu, ça n'a... Mais bon, bref. Après, je pense conseiller c'est-à-dire que encore une fois, et ça fait on a un paquet de films comme ça récemment. Un film qu'on se met entre potes un samedi soir Bien avec sûr. le son à mi-son. Mais oui. Et- À mi-son. Non mais Mi-son. enfin mi-volume, Ah, tu vois. pour déconner devant. Pour déconner Ah, devant. Et ouais. puis hop, tu remontes le son. Hop. Et puis- Oui, parce qu'on l'a tous déjà vu. C'est-à-dire qu'après, moi, je suis... Film D'accord. d'ambiance, tu vois. Film de... Non, mais c'est vrai que ça là, ça fait partie de cette caste de films où tu les regardes au cinéma à fond, avec tes lunettes 3D, etc. Ouais. Tu le connais. Et après, Voilà. tous les revisionnages, Voilà. c'est en mode déconne. Petit jeu à la maison que je vous propose avec vos amis. Vous faites un petit grand détournement. Vous vous amusez à improviser et expliquer le truc temporel. Vous baissez le son et vous devez parler et réexpliquer Alors, le tu mieux. vois, ça, c'est ma bite. Elle remonte le temps. N'importe quoi. Ça c'est voilà. Donc après voilà, je pense que si vous vous mettez trop en mode concentré devant ce film, ça risque d'être un petit peu douloureux. Voilà. Non, je pense, tu as raison, c'est un film, mais vraiment à voir, mais presque au second degré, Ouais, voilà, pour la ouais, déconnade, complètement, pour avoir ouais. des grosses explosions et rigoler avec des Mais copains. je pense qu'au final, est-ce que, enfin, je veux dire, faut vraiment avoir raté les 11 dernières années de vie sur Terre pour se dire que je vais aller voir un Marvel en mode sérieux, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, faut vraiment, on savait très bien dès Iron Man 2, Ouais, mais même dès Thor 1, que les Marvel, ça allait pas être Dark Knight, quoi. non. Oui, sauf que quand même Iron Man 3, Iron Man 1 restent quand même des bonnes petites pépites en termes Ouais. de drama, d'écriture. Mais toujours en mode fun, Ouais, on va c'est- rien C'est vrai que c'est révolutionner. plus fun que d'ici en fait. Il y a un côté un peu plus, un petit peu le super-héros qui tâche un peu, tu C'est vois. pop, ouais. C'est Ouais, toujours, c'est pop. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est super perso, mais je deviens de plus en plus résistant. C'est-à-dire que moi, il y a un problème. S'ils étaient aussi longs les précédents ou pas? 2h40, je crois, pour Infinity Le Wars. premier 2h40 et Passe. celui-là 3h05. Parce que moi, je vous avoue, quand j'ai vu 3 heures, mais j'y allais à reculons, mais en fait, j'ai de plus en plus de mal à m'embarquer pour un film de 3 heures Ah au ouais ciné, quoi. Non, alors moi non. Enfin, Toi, non pour ce genre de film, en l'occurrence, ben non. Ah oui, bah, Parce moi, que... c'est ah l'inverse, ouais, alors. parce Ouais. que... Non, parce que je sais que ça va être du fun, donc je sais que c'est une espèce de crème glacée, quoi. Donc une crème glacée qui fait dure mal au 3 ventre, heures, il n'y a pas de souci, il faut la durer 4 heures, il n'y a pas de problème. Mais Bah écoute, moi, pour filer ta métaphore gastronomique, moi, ce qui s'est passé avec ce film, c'est que c'est comme quand tu veux te faire un gros McDo, tu sais qu'il va te faire mal au ventre. Donc moi, tu l'apprécies, mais moi, je l'ai même pas apprécié, donc c'était un McDo froid que j'ai pas apprécié, et après, j'ai eu mal au ventre aussi, c'était tu vois. des frites froides. C'était Et des voilà. bonnes frites froides. Donc ouais, non, je sais pas ce que t'en penses. toi, Bah, du coup, moi, sache 3 que heures. je les ai enchaînés, donc c'est comme si tu faisais, Oh, un le McDo marathon, à midi quoi. Oh et là le là. soir. Oh, le marathon de Marvel, quoi. Erreur classique. Je pense qu'on peut clore le volet Marvel, On peut à clore su- le volet Marvel. à suivre dans d'autres univers pour d'autres aventures. Qu'est-ce qu'il y a comme film de super-héros qui vont arriver bientôt? Bah, du coup, il y a Spider-Man Far From Home de Marvel. Alors côté d'ici, moi j'ai bien envie de voir parce que moi finalement j'avais bien aimé Wonder Woman en fait, et Wonder Woman 1984 ça va être pas mal je crois. c'est vrai En fait, mode, ouais. dans ma tête, ils ont annulé Non. tous les DC parce que Non, ouais, non, il y a Wonder ça, Woman il y a avait- Aquaman et- 2 et qui une va belle réussite sortir. commerciale. Wonder Woman il avait vachement marché, tu sais, il Ouais. y avait eu ce filon un peu féministe qui avait bien pris, et du coup c'est plutôt pas mal fait dans le film aussi quoi. Tu sais que c'est tous ces personnages masculins qui servent un peu à rien, et Genre en mode juste retour des choses de tous les films d'action de Ouais, la ouais. vie. Et donc là, du coup, il y aura, alors je sais pas, ils vont peut-être surfer sur la vague Stranger Things, esthétique années 80. Donc je pense que ça va être clairement ça. Ça va être un truc Wonder Woman 1984, ça va être ça, vraiment ultra années 80 dans les costumes et tout. Je pense que ça peut être très stylé.
Et puis après, techniquement... Non, mais on verra. Moi, je t'avoue que les DC, là, depuis que j'ai vu Aquaman... Je sais pas... Mais Aquaman, ça a vachement bien marché mais aussi. je ne sais... Là, par contre, Mystérieux. là, je sais pas pourquoi. C'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche. Mal fait. Oh là là. Ils ont pas fait baigner une seule personne dans de l'eau pour tourner que des trucs qui se passent dans de l'eau. Donc je ne comprends pas. Ça a été écrit. Mais là, pour le coup, foncièrement, tu vois que c'est même pas de la paresse, c'est de la connerie aussi, tu vois. Et donc je comprends pas non plus. Donc je sais pas. Enfin, tout le monde dit genre ouais, mais le prochain va redresser la barre. Le prochain va redresser la barre à chaque fois. Bah, ça fait. Mais ça sauve pas le film actuel en fait. Ouais. Mais il y a le Joker. Il y a le Joker qui va sortir qui est à part, tu vois. Ouais. Et donc ça, je pense que ça va être bien. Bah alors moi je pense pas comme toi, je n'y crois pas du tout. Et depuis c'est le Jared Leto Gate un peu, tu sais, où on nous a fait croire pendant des mois que oui, on oublierait la performance de Heath Ledger, tout ça. Ouais. Et du coup j'y crois plus en fait. Alors j'espère être surpris, mais je crois que ça va être un pétard mouillé ce truc de Joaquin Phoenix. À voir. Hein, à voir. Ouais. Sauf si il me semble qu'ils reprennent la Killing Joke. C'est pas un truc comme ça ? Peut-être, ouais. À moi, sauf si ils ont une bonne base avec un bon comics bien dark, tu vois, du début du Joker. C'est censé être ça, mais ce serait con de pas penser. C'est lequel comics qui est trop bien d'ailleurs, je crois que c'est The Killing Joke d'ailleurs, celui où tu vois que c'est avant, il est pas le Joker et c'est super sale, sa femme se fait tuer, c'est très très glauque. Ouais. C'est un des plus glauques que j'ai lu d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est celui-là qu'ils ont pris comme. C'est un des flashbacks, je crois, d'un de ceux-là, mais ouais, je sais plus du tout. En plus, je les ai. Alright, est-ce qu'on fait une petite parenthèse de VOD sur si vous avez vu des trucs, parce que moi j'aimerais bien parler vite fait de Paterno avec Al Pacino. Vas-y. Donc du coup j'aime bien prendre le contrepoids de Netflix parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de Netflix en ce moment, j'avais envie de tester autre chose, donc je suis abonné aussi à Orange Cinema Series, OCS, et de façon cool j'ai découvert que en plus d'avoir des séries de bon calibre, et du coup ça m'a rappelé quand même que Netflix, les séries étaient quand même un cran en dessous par rapport à ce que j'ai pu voir quand je vois des True Detective, des Sharp Objects, des Maniacs, enfin voilà, il y a d'excellentes séries, il y a aussi des bons téléfilms, et c'est assez marrant parce que du coup il y a des genre tu vois, il y a des trucs très marrants, il y a The Wizard of Lies avec De Niro qui incarne Bernie Madoff, t'as Al Pacino qui a dû faire un contrat de malade parce qu'il y a genre 2 ou 3 téléfilms où il est dessus. Oui. Il fait des, je sais pas, j'ai pas tout regardé, mais donc voilà, donc Paterno, il joue, donc l'histoire ça se passe aux États-Unis dans le milieu du football professionnel, football américain. Et en fait, le pitch, c'est que donc lui, il est coach, c'est le coach emblématique, ça fait genre 40 ans qu'il coach la même team, tout le monde l'adore, il fait des jeunes joueurs des stars. Et il y a un scandale qui explose, c'est que le patron du club, donc le gars qui est au-dessus de lui, parce que lui il est juste coach, et en fait c'est un gros scandale de harcèlement sexuel, que apparemment le coach aurait genre molesté des jeunes athlètes de 15 ans, c'est un truc vraiment sordide, et ça a éclaté au grand jour, un petit peu en mode spotlight, tu vois. Et donc l'idée, le film repose sur un dilemme moral, voire légal j'imagine, c'est qu'en fait le truc qui est reproché le personnage d'Al Pacino, c'est que au moment, c'est le truc de la chain of command, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il a été au courant du truc, donc il y a un kid certainement qui est venu me voir en me disant lui il m'a mis sa tub, tout ça, donc dégueulasse, et donc, tout ça pour ça. Et donc le personnage d'Al Pacino va voir sa hiérarchie, dit le truc. Donc lui il se dit attends, moi je vais juste dire ça à mon boss et le boss on verra. Sauf qu'il se passe rien. Donc du coup ce qui est reproché au personnage de Pacino, c'est de ne pas être sorti en mode conférence de presse, en mode il faut stopper tout ça. Et donc le film travaille sur ça, c'est Al Pacino, on essaie de se demander si vraiment qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Est-ce que, et on peut le dédouaner parce qu'il a passé l'info, mais ça c'est pas fait. Et voilà, donc le film tourne sur ça. Et du coup il y a un truc qui est marrant avec ce film, c'est que de base c'est pas foufou comme film, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment et c'est marrant parce que là pour le coup, même si sur Netflix tu vois que tu as des films, il y a vraiment une volonté, même si c'est moyen, il y a une volonté de ciné, tu vois, on met du cinémascope, c'est un film. Là c'est marrant, on voit vraiment que c'est un téléfilm. C'est-à-dire tu sais, c'est genre M6 dimanche après-midi, c'est genre pas très bien joué. D'entrée pour les trucs d'exposition, t'as des personnages qui servent à rien, qui se parlent
dans des conversations qui ne sont pas du tout N'existeraient réalistes pas, pour ouais. te donner des infos, tu sais. Tu penses toujours que c'est un pédophile, truc, alors ils sont à la cantine, tu sais, parce qu'on a ni queue ni tête. Ah. Donc il y a plein de gimmicks téléfilms un peu sales qui du coup donnent un côté un petit peu cheap, peut-être un peu appréciable pour certains, je sais pas. Et en fait c'est marrant parce que c'est ultra déséquilibré parce qu'il y a Al Pacino qui est vraiment... En fait ce mec il a une capacité d'incarnation des personnages. C'est-à-dire que tu le vois dans la première scène. La première scène, c'est un match de foot. Il est dans sa loge. Il est en hauteur, il donne les ordres. Du coup, il y a un côté assez sympa parce que moi j'aime bien la NFL, le balai entre coach, head coach, les communications, tout ça. Il est dans sa loge, tu le vois. Il est coach, tu vois, et au bout de 3 secondes, c'est acté dans son esprit que ce gars est coach de la NFL depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'Al Pacino, il a ce truc de, il est posé, il ne fait rien, il est trop crédible, quoi. Donc ça, c'est très cool. C'est très cool. Et en fait, c'est marrant parce que, et du coup, c'est pour ça que je reviens, tu sais, ce que je disais au début sur Game of Thrones, ce côté, les vases communicants ou la qualité entre la télé et le cinéma, ça passe de. Et là, donc, t'as ce gars qui amène son panache, c'est Al Pacino quand même, tu vois. Il arrive dans un truc ouf, et tout autour, c'est un peu de briques et de broc, tu vois. Ouais. Et donc, c'est très bizarre. Tu sais, tu regardes un téléfilm avec Genre, on a mis tout notre budget dans lui, Voilà. donc après on a essayé de mettre des pansements, quoi. Voilà, donc du coup, c'est Scotch. très bizarre. Après, c'est vraiment pas, c'est pas nul, hein. C'est-à-dire que tu le regardes, il y a un ratio de. Tu regardes ton téléphone genre 3-4 fois quand même pendant le film. Donc c'est pas nul, tu vois. Mais, et c'est comme tous ces téléfilms et films américains où ils essaient de. Le sujet est super intéressant, mais ça ne va pas au-delà de. Tu sais, du truc factuel de on t'a juste raconté ce qui s'est passé, je m'en fous, j'aurais pu lire un article en 2 secondes et j'aurais eu la même histoire. Tu vois. Ouais. Il n'exploite pas du tout ce truc, le dilemme moral, il n'y a pas du Oui, tout ni, de... ni à te questionner au Voilà. final toi-même sur ça. Donc voilà, un peu petit film plutôt moyen plus plaisant, quoi, mais donc à regarder. Donc, du coup, je vais continuer à explorer le catalogue HBO en film. ouais. Il y a notamment, j'ai remarqué un petit OG, là, un film qui se passe dans une prison avec ce gars qui joue dans Westworld, tu sais, avec des petites lunettes là, je sais plus comment il s'appelle. Donc il y a 3-4 films pas mal, donc je pense que pour le coup là dans les semaines qui arrivent, je vais plutôt m'intéresser au catalogue OCS. Tu me diras parce que les téléfilms HBO, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas safe. Ouais. C'est pas une série HBO, je suis ultra safe. Ouais. Je sais que je vais regarder de la qualité. Un film HBO, parfois, effectivement, encore aujourd'hui, il n'y a pas le full potentiel de ce que vous devriez faire, en fait. Par contre, j'ai une super mauvaise nouvelle par contre, pour vous, c'est que apparemment, j'ai lu il y a genre on va dire 15 jours, il y a eu un changement de board à HBO apparemment. Et ils sont en mode, vas-y Netflix, ils sont trop loin devant. Donc il y a apparemment un changement de direction commerciale et tout, où ils vont à mort privilégier le chiffre, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Ils vont supprimer Westworld. Donc, alors ça je sais pas, mais à mon avis, il y aura certainement une perte de qualité. Parce que le là, chiffre, tu veux dire, ils vont sortir plus de trucs. Plus de trucs et voilà, ça va être de la merde. Au détriment de la qualité, quoi. Donc ça, ils sont débiles, quoi. C'est justement cette qualité qui leur a permis d'être HBO, d'être HBO, et là ils vont, c'est presque. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, d'ailleurs, les Américains, ou toi, par exemple, t'as OCS, donc ça veut dire que Orange paye pour le catalogue HBO, c'est pour ça. Et les Américains, ils ont HBO Go, par exemple, et Netflix, mais ils ont HBO Go parce qu'ils sont safe. Quand ils regardent un bon Westworld, ça n'a aucun rapport avec The Society ou Riverdale ou ta mère sur la commande, quoi. Donc, mais parce que là, du coup, je viens de voir la saison 3 de True Detective, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Attends, je suis en plein milieu. Hein. Alors, qui est très très bien, quoi. Ouais, très très bien. En termes de réa et tout, mais c'est excellent. En scénario et tout, mais t'es là, les fort, acteurs sont tellement bons. Mahershala Ali et il y a Stephen Dorff qui revient. Franchement, il était excellent dedans. Il est trop à sa place. Ouais. Il est trop crédible. Non, vraiment, je te dis, en termes de qualité, HBO, c'est tu vois. Ouais. Ok, d'accord. En plus, là, pour le coup, toute cette saison, elle a trop une réflexion sur la mémoire, le souvenir, comment on réécrit l'histoire en fonction de. C'est vraiment, je trouve ça excellent. Au niveau du scénario, la maîtrise temporelle et tout, c'est génial. Donc je conseille aussi Sharp Objects, qui est adapté de Gillian Flynn, qui a fait Gone Girl. Et qui là pour le coup est très adapté en série puisque maintenant elle scripte beaucoup et c'est vachement bien.
Donc voilà, j'espère que cette qualité va rester un peu parce que et puis du coup c'est cool. Je conseille vraiment d'aller faire un tour sur OCS parce que voilà, t'as des. Moi, je me remate des pépites, je me suis rematé Hello Ladies, là, je suis en train de me remater Kenny Powers, putain, mais qu'est-ce que je me marre. Mais d'ailleurs, il y a Danny McBride revient avec une série avec Adam Levine et John Goodman, où en gros, ils jouent une famille de prêcheurs américains. Tu sais, les prêcheurs télévisuels, ceux qui ont des jets au Texas et tout ça, et ils jouent une famille où en gros, il y a le grand-père, le père et le fils qui sont tous des prêcheurs. Et là, génial. J'ai eu l'abondance, ça va être, mais tu nous vends une petite friandise. Ah non, mais là, ça va être Kenny Powers fois 1000. Ouais. Juicy. Ça va être excellent. Ouais, donc voilà, donc je pense qu'on essaiera de trouver du HBO... Enfin voilà, si on peut se caler sur des petits films HBO à l'avenir, ça peut être sympa aussi. Est-ce qu'on peut terminer avec Monsieur Bastien en parlant du film qu'on a subi dernièrement, le film Les crevettes pailletées de Maxime Govaret et Cédric Le Gallo, avec entre autres Alban Lenoir, Nicolas Gob, Geoffrey Couet. Enfin, je suis en train de lire littéralement IMDb parce que je ne sais pas qui sont ces personnes. Alors du coup, je vais lire le synopsis. Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner les crevettes pailletées, une équipe de water-polo gay davantage motivée par la fête que par la compétition. Je fais que lire le synopsis. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water-polo. On ressemble à une bande de PD ? Je sais pas, non. Et merci. Vous avez rencontré notre nouveau coach ? Vous le reconnaissez pas ? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées. Alors... Vraiment génial. Bienvenue, Emma. on a snappé Jean-Yves, et on a réussi à voir... Enfin, on peut parler de vrais films de cinéma. De l'art, s'il vous plaît. Exactement. Alors, déjà, est-ce que vous seriez allé voir ce film si c'était pas pour le podcast ? Moi, j'y serais allé. Ah ouais ? Oui, toi, ouais. Ouais. Okay. Alors, expliquons aussi, Bastien, il faut qu'on explique ton background. Ouais, bah, je vais l'expliquer moi-même. En fait, j'y serais allé tout simplement parce que à côté d'être un très bon chroniqueur de films, je joue aussi dans une équipe gay-friendly, hétéro-friendly de rugby, donc à peu près le même style que les crevettes pailletées. C'est-à-dire une équipe inclusive qui accepte tout le monde et qui peut permettre... à des personnes victimes d'homophobie d'être dans un endroit un peu safe où ils vont pouvoir faire du sport sans qu'il y ait un quelconque jugement. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que par exemple c'est ça quand même la motivation primaire d'avoir justement des équipes comme ça en l'occurrence? Oui, c'est pas du c'est un safe place quoi. C'est plus safe place que vraiment un lieu uniquement communautaire en disant non, je veux jouer qu'avec des gens qui ont la même sexualité que moi. C'est pas du tout ça déjà parce qu'il y a des hétéros et il y a des homos. Les deux sont mélangés et c'est juste un endroit où on sait que tout le monde est allié en quelque sorte et que la question de la sexualité ne va pas être un frein à la pratique sportive. Alors, chose qu'on peut connaître dans d'autres clubs où ça peut être très difficile, par exemple dans n'importe quel vestiaire, avouer ses préférences sexuelles ou quand on entend des personnes te raconter ce qu'ils ont fait avec leur petite amie. Avec leur femme, comme ça peut être compliqué pour une personne d'avouer son homosexualité, de raconter qu'il est allé avec son mec ou avec sa fille, s'il s'agit d'une lesbienne, est allé faire ce qu'il a fait le week-end. Ça peut être assez compliqué, difficile à dire, et donc les personnes sont obligées de cacher ça parce qu'ils savent très bien qu'il pourrait y avoir des retours difficiles. Qui pourraient même rendre leur pratique sportive au sein du club impossible en fait. Ouais, parce que du coup là, en l'occurrence, c'est pas vraiment comme ça que c'est présenté dans. Non, c'est pas du tout présenté comme ça. Cinéma oblige, beaucoup de clichés.
Ouais, enfin, cinéma oblige. Ou non, mauvais film français écrit à la va-vite oblige. Ouais. Est-ce que oui, on va parler juste rapidos du film, de ce que vous en avez pensé vite fait, et donner nos notes. Après, on va peut-être aller dans la description pure de en fait ce que vous avez trouvé ou non d'ailleurs problématique ou pas dedans. Emma. Déjà, moi, je serais pas forcément allée voir ce film très sincèrement, même si, je m'attendais à voir une espèce de copie conforme, pardon. Attends, je vais refaire ce passage. C'est trop bien. J'ai failli mourir en live. Ton coude sur la table. Je viens de me réveiller d'une sieste, donc je suis pas encore très à même de pouvoir survivre. Tu vois, dans des mouvements simples en tout cas. Bref, non, je serais pas forcément allée voir ce film spontanément, parce que moi j'avais adoré Le Grand Bain. Hein. En plus, j'en avais parlé dans un précédent podcast. J'avais beaucoup aimé, et au final, en voyant la bande-annonce de ce film, je me suis dit non, trop proche en termes de temps, de timing du Grand Bain, en termes d'univers, et certainement moins bien. Donc du coup, non, et effectivement, c'était moins bien, trop tôt, trop long, et ça m'a beaucoup déçue. Je trouvais que c'était lourd, c'était pas drôle, les vannes étaient nulles, les personnages étaient pas bien. Enfin, c'est horrible parce que je le descends. En vrai, ça se regarde. Mais à passer la moitié du film, on se dit, ok, ça va être long. Voilà. La première moitié se regarde plutôt aisément, et après on se dit, c'est un peu longué, et c'est pas super bien écrit, et c'est cousu de fil blanc. Ouais. Moi, oui, un petit peu pareil. Je rajouterais en plus un peu de stress en fait. En fait, c'est un film. Personnellement, ça m'a stressé parce que je me disais, attends, il va y avoir encore un truc borderline ou parfois, je regarde des films et je me sens un peu l'avocat du film en fait, quoi qu'il arrive, tu vois, et j'essaye de me retrouver face à un tribunal et de me dire, ouais, mais vous comprenez, ça elle a été faite comme ça, parce qu'en fait, j'ai envie d'adhérer à un film que je regarde, quoi. Et là, non, en fait, à un certain moment, tu dis, ouais, je préfère me désengager de vos propos, en fait, parce que c'est fin, il faut rentrer dans les implications, tu vois, personnelles, comme tu disais. C'est pour ça que je te posais la question de, tiens, des équipes comme ça, pourquoi des gens y vont, etc. Et tu comprends du coup la dynamique. Alors que là, déjà, on t'explique pas vraiment pourquoi ça existe, comment ça existe, etc. Bref, et du coup, en gros, j'étais toujours stressé de la prochaine blague trop graveleuse, quoi. Ouais. Et là, il y en a tout le temps, quoi. Ouais, il y a trop. Après, c'est pas grave. Enfin, tu vois, des personnages peuvent être graveleux par rapport aussi à tout le film. Bon, on y reviendra plus tard, mais bon, disons que moi, j'ai pas passé un super bon moment. J'ai pas trouvé non plus les blagues incroyables. Donc, pour moi, c'est un peu Tarzan en fait. Tu vois, c'est toujours le blanc ou alors l'hétéro qui arrive dans un monde qui va dominer plus ou moins, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le gros problème de ce film, je trouve, c'est le fait que le héros ce soit un homophobe sans qu'il y ait non plus de grosses redirections neuronales chez lui, tu vois. Oui, on sait toujours pas à la fin du film ce qu'il pense réellement. Même au début, on sait pas si la personne, l'avis qu'il avait, vu qu'il n'y a aucun dialogue à part sa pseudo-interview qui lance le film, ou enfin pour expliquer. C'est une personne qui est condamnée par la fédération de natation à faire un stage un petit peu civique au sein d'une association gay-friendly de water-polo, parce qu'il a eu à l'encontre d'un journaliste, il a tenu des propos homophobes. Mais à aucun moment ce personnage-là va expliquer pourquoi il a tenu ces propos, sans essayer de s'en justifier, de s'en défendre, et il ne les remet pas non plus en question à la fin du film. Donc on ne sait pas si là-dessus il redirait la même chose, s'il a évolué, s'il voit les choses différemment. Enfin, c'est le problème global du film, c'est qu'il ouvre énormément de portes qui peuvent être intéressantes, mais il n'en ferme aucune. On a à chaque fois l'impression, on me dit, ah tiens, ce sujet-là, ça peut être intéressant, des homosexuels hétéronormés. Ça ouvre la porte, mais ça ne la ferme pas. Ça ne nous donne pas une explication. Les personnages ne sont pas développés, sont assez caricaturaux. Et on se retrouve dans une espèce de film où on ne sait pas très bien où ça va, où il y a une conclusion qui est assez subite, presque, on s'y a pas inattendu, mais le film se termine à la fin sur un message. Je ne sais pas quel est le message qu'a voulu porter le réalisateur. C'est pas dans la grande lignée des films avec Christian Clavier, en gros. Tu vois, du truc de mais les
ouvrez les guillemets, remplissez le blanc, fermez les guillemets, sont quand même des humains. Donc que ce soit les Roms, et ils dansent les vachement bien. homosexuels, et ouais voilà c'est ça, les Noirs, les Arabes, quand même, quand tu les connais et quand ils te font des macroutes et quand tu vois, ou des trucs comme ça, tu fais genre bon c'est quand même sympa. On est complètement là-dedans, hein. Et puis moi je pense que ce que je me dis après coup, c'est que ce film à la fois ça voulait montrer, je pense, l'intention était bonne, tu vois, l'homophobie dans le sport, etc. Donc par le biais de ce star très viril de natation, etc. Qui dit, qui tient des propos homophobes, mais aussi comme au final on voit pas trop son discours profond à lui, sa pensée, c'est censé, je pense, porter aussi le message de l'homophobie ordinaire dans tous les milieux, tu vois, et dans tous les domaines. C'est-à-dire que potentiellement, je pense que l'objectif c'était que chaque spectateur se reconnaisse en disant mais moi aussi j'ai déjà utilisé ces mots-là, moi aussi j'ai déjà fait des blagues peut-être hyper discriminantes, etc. Enfin, quelque part un peu de faire une espèce d'homophobie fantasmée superficielle qui pourrait faire que tous on puisse se reconnaître, enfin tous en tout cas les personnes hétéros, puissent se reconnaître là-dedans et donc rentrer par cette porte-là, par le biais de ce personnage dans le film. Mais du coup, le personnage n'était pas assez attachant, pas assez intéressant, pas assez, comme tu disais. Il n'y a pas d'empathie et effectivement, oui, voilà. Non, mais il y a le côté, en fait, on sait pas exactement comment et pourquoi il a tenu quels propos, etc. Exactement. Et du coup, en fait, on sait pas, on peut pas avoir de l'empathie en termes de, est-ce qu'on peut l'excuser, est-ce qu'il y a il y a de la colère, il y a quelqu'un qui pense pas ce qu'il a dit ou quelqu'un qui pense ce qu'il a dit, mais pour le coup, enfin, ça existe, hein, des films où des personnages sont au début racistes ou alors, je pense à ce film là, tu sais, avec Philip Seymour Hoffman et Robert De Niro. Robert De Niro jouait un peu le transphobe, etc. Mais bon, après c'est tout le film quoi, pour essayer de finalement, au final c'est le contraire, c'est nous faire voir que le raciste ou l'homophobe c'est un humain aussi et au final on va régler plus ses problèmes à lui. Là, il y a rien, je sais pas. C'est toujours un peu des blagues quoi, genre les personnages. Et même la scène en question qu'on a plus ou moins en scène d'introduction, hein, du fameux, de la fameuse interview, enfin problématique, c'est vrai que le journaliste qui pose des questions, certes un peu relou, et le mec qui pète un câble et qui le traite de pédé, en gros. Mais même cette scène est extrêmement malaisante, mais c'est pas malaisant dans ce que ça veut dénoncer, tu vois, tu vois, il y a une espèce de caricature de l'homosexuel, le journaliste est vraiment mal joué, enfin j'ai trouvé que c'était très très malaisant en fait, cette scène presque elle-même est homophobe, tu vois ce que je veux dire, on est dans l'inception du truc, et déjà t'es là genre ok, et tout ça pour essayer de faire monter une mayonnaise où le mec finit par péter un plomb en finissant par parler de la sexualité du journaliste, alors qu'en vrai c'était pas du tout crédible que ça monte aussi vite, et surtout que ça aille directement sur ce terrain. Ça pouvait être tu me saoules avec tes questions de merde, parce que les questions étaient à chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin bref, ça m'est pas, non pas qu'on puisse justifier l'homophobie et les insultes homophobes, mais quelque part parfois il y a une escalade, fake. Voilà, là il y a une escalade qui peut être crédible, là elle l'est pas du tout, donc du coup déjà la base même du film t'es là genre quoi, donc effectivement on comprend pas ce qui dérange profondément en fait. Non, mais le risque aussi sur tous ces films là, c'est que oui, en fait on va perpétuer certains trucs, certains clichés en utilisant des clichés, mais eux ils vont se défendre toujours en disant oui mais les clichés ça existe. Ouais, mais en fait, comme tu crées de la culture grâce à ton film au cinéma, tu peux aussi pour une fois montrer d'autres personnes en fait, tu vois. Donc et surtout aussi réfléchir au concept général du film. Est-ce que c'est très... Moi, je te disais, Bastien, hier, moi j'aurais trouvé intéressant d'avoir au contraire un coach homosexuel avec une équipe d'homophobes. Déjà, ça représenterait plus statistiquement la vie. Tu vois, enfin je sais pas, c'est-à-dire que c'est plus compliqué à faire, mais justement c'est peut-être plus intéressant aussi quoi. Puis moi j'ai trouvé un truc qui est dommage dans le film, c'est que c'est un sujet qui est assez politique et ils évacuent toute question politique très vite, où il y a un des membres de l'équipe qui est vendu comme un petit peu le militant CGT, qui a été de tous les combats pour la cause homo, et qui est dépeint comme un emmerdeur, quelqu'un qui fait que râler, antipathique.
Et c'est lui qui commence à amener toutes ces questions politiques, et très vite les autres lui disent on s'en fout de tes combats d'arrière-garde, nous tout ce qu'on veut c'est s'amuser en fait. Et ça je trouve que c'est une image terrible, que ça renvoie une image terrible. C'est comme si tous ces combats c'était fini, ça servait plus à rien de les mener, et maintenant il fallait juste vivre sa sexualité de manière débridée, le montrer. C'est encore le fameux cliché de en fait, c'est juste des fêtards qui prennent de la drogue. Dans le pitch que t'as lu, moi d'ailleurs que j'avais pas lu, c'est hallucinant, qui ne pensent qu'à s'amuser, baiser ou je sais pas quoi. Enfin, c'est bon. Mais en fait, à l'heure de la PMA, à l'heure des oui, des vrais combats, le lendemain, enfin je veux dire c'est pas si vieux, le mariage pour tous et tous ces combats, on sort juste de des années de combats, de lutte. Et c'est pas fini d'ailleurs, mais je trouve que moi, alors le seul truc où, au début je me suis dit pas mal, et en même temps je sais pas. En fait, quelque part, j'ai quand même envie de féliciter. C'est horrible, c'est un peu délicat comme sujet, mais moi, j'avais très peur d'une espèce d'homogénéité, merci. Homogénéité dans l'équipe gay, tu vois, que ce soit un clan, les gays, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'avais peur que ce soit un peu des mêmes personnages avec le même cliché, et je trouve qu'il a, tout en faisant des cases, des catégories ultra clichés prises séparément, fait des personnages. Toi, tu parlais de ce vieux, ce mec de 40 ans, un peu première heure du militantisme. On a la question des transgenres, on a la question d'un mec qui est plutôt, entre guillemets, hétéronormé, comme ils disent, quelqu'un qui est vraiment dans un schéma classique, famille, bébé, etc. T'en as qui sont un peu plus qui s'assument pas du tout en tant que homo, et c'est la première fois qu'ils font leur coming out. Donc je trouvais qu'il y avait plusieurs pistes en fait intéressantes, il y avait eu un petit peu de recherche sur ce que peuvent potentiellement vivre les homosexuels, et aussi ce qu'ils peuvent, à mon avis, traverser au cours d'une vie, tu vois. Et il y avait différentes étapes et plusieurs types de remises en question, et je trouvais que l'idée de base était plutôt intéressante, et après évidemment c'était mal mené. Mais le départ, je me suis dit, c'est quand même audacieux. Il y a eu un petit peu au moins soit de recherche, soit de lecture, soit de rencontres et de discours et de discussions, un petit peu quand même. Enfin, moi je me disais, vu comment ça commence, ça va être les gays, tu vois, le groupe, quoi. Tu vois, on fait juste des danses sur du chair, et voilà. Quoi. Mais après, c'est ça le problème, c'est que tu sais, très souvent on te fait sous-entendre que parce que on a un peu plus creusé que certains autres, un petit aspect, on te vend quand même le même truc en fait. Mais non, mais bien sûr. Mais au moins, je me suis dit, encore une fois, je pense que c'est beaucoup de maladresse dans la réal, et de montage et d'écriture, plus qu'une mauvaise intention. J'en sais rien, mais je suis pas sûre qu'il y ait une intention. Mais tu sais, c'est cette fameuse maladresse de l'homophobie à la Chirac, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est trop ancien, ça va, c'est pas grave, tu vois. Je suis totalement d'accord. C'est pas pour ça que j'excuse totalement, mais c'est juste, je me dis, je pense pas que ce soit foncièrement, évidemment, dans l'intention d'être homophobe. Méchant, au contraire. Mais effectivement, le résultat l'est totalement. Est-ce que vous pourriez donner une note sur 5 pour... Moi, je dirais 1 sur 5. 1,5 sur 5. 1,5 sur 5 miam. Bastien ? Moi, je vais être beaucoup plus clément que toi. C'est que je vais lui mettre la note 2-3 parce que je pense quand même qu'il y a une bonne intention. Il y a des bonnes intentions, mais une mauvaise réalisation. Mais je pense que le fond, le propos que voulait porter le réalisateur était quand même... n'était pas méchant en tant que tel. Il se voulait vraiment... Je pense qu'au fond de lui, il voulait défendre la cause... Non, il voulait défendre la cause homosexuelle, mais il s'y est très mal pris. Ouais, mais moi je sais pas, parce que tu vois, comme je disais, est-ce que c'est juste de la maladresse, est-ce que c'est un truc intégré de discrimination ambiante, et que c'est le maximum qui puisse. Écoute, moi je vais dire 0,5 en fait, 0,5 miam. Parce que en fait, à un certain moment aussi politiquement, parce qu'en fait c'est ça aussi, quand tu fais un film que sur ça, c'est qu'il y a c'est ton sujet, et ben non en fait. Du coup je suis pas d'accord. Ouais, non, mais je trouve que c'est très sévère, mais en même temps, voilà, moi j'ai trouvé ça globalement homophobe, et donc je le conseille pas du tout. Très bien. Merci beaucoup. Et merci à toi, merci Bastien. Merci Areski. Et gros bisous, et on se voit très bientôt. Bisous.